Planète locale, votre rendez-vous comme chaque lundi soir qui met en avant la biodiversité dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Dans un instant, notre invité, ce sera Hervé Gazdon, le président de la SAPN dans les Hautes-Alpes. Avant cela, la rédaction souhaitait vous emmener près de Sisteron du côté d'Entrepierre pour vous faire découvrir une entreprise qui ne demande pas de malice. Regardez un peu, l'avenir des véhicules tout-terrain est peut-être en train de se jouer là-bas. L'entreprise AVS et Alpine de véhicules spéciaux transforme des Pinzgauer, alors c'est les gros véhicules tout-terrain autrefois utilisés par les militaires, en des véhicules silencieux et non polluants à l'aide de moteurs de Tesla accidentés. C'est une performance qui n'est pas sans difficulté, comme a pu le constater Laurie Charrier. En fait, la seule chose qu'on entend dans ces véhicules, c'est le bruit des circulateurs d'eau. Un moteur silencieux et surtout propre pour un véhicule tout-terrain. C'est le rêve rendu possible grâce à Alpine de véhicules spéciaux. L'entreprise récupère des moteurs de Tesla accidentés qu'elle intègre dans des anciens véhicules militaires. On voit le moteur Tesla original et dessous, alors on voit pas beaucoup, mais on a des modules de batterie. L'idée, c'était d'associer ce véhicule à la fois robuste et performant en tout-terrain avec des technologies beaucoup plus modernes. Et on est venu aux pièces de Tesla, alors pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de Tesla vendus. Donc il y a une réserve de pièces détachées et il y a une certaine renommée. Et c'est ainsi que le Pinzelec, comprenez un Pinzgauer électrique, est arrivé avec comme ambition tout d'abord de donner un avenir aux véhicules tout-terrain souvent montrés du doigt, mais aussi afin de proposer un moyen de transport à des professionnels évoluant dans des milieux sensibles. On travaille à des endroits en station notamment et au-dessus de stations d'ailleurs sur des refuges d'altitude, dans la neige. Cependant, l'homologation reste en France toujours un frein pour la transformation de véhicules anciens en électriques. Malgré une loi sur le rétrofit, les montants pour homologuer un véhicule dans l'Hexagone restent beaucoup trop élevés pour une petite entreprise. Aujourd'hui, on roule avec un prototype et on a des clients qui sont pour nous pour l'instant des testeurs parce qu'ils roulent toujours aussi avec des prototypes et on est en train d'envisager, nous, d'homologuer nos véhicules dans d'autres pays. Si les idées pour rouler sans polluer ne manquent pas, le chemin pour arriver concrètement sur cette voie semble encore en France difficile d'accès. Et notre invité ce soir dans Planète Locale, c'est Hervé Gazdon. Hervé Gazdon, président de la SAPN, la Société Alpine de Protection de la Nature. Bonsoir Hervé Gazdon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Avec cette thématique, cette rubrique que nous avons lancée, c'est Planète Locale. Nous allons mettre en avant toutes les semaines, tous les lundis, ceux qui font la beauté de nos territoires, des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence et qui se battent surtout pour ce territoire. Et vous êtes donc le président de la SAPN et vous vous battez au quotidien. Première question très simple, quel bilan vous tirez quand vous regardez les Hautes-Alpes? On est quand même dans un environnement fabuleux, magnifique, qu'il faut préserver certes, mais on reste quand même des privilégiés selon vous? Moi, je pense que les Hautes-Alpes sont un département refuge. C'est-à-dire que quand on voit toutes les crises qui existent actuellement, la crise climatique, la pandémie, les pollutions, il y a un certain recul de notre département par rapport à ces impacts-là. Ceci dit, il est aussi refuge parce que certains et certaines d'entre nous font en sorte que ce soit un refuge. Quand on voit tous les projets, par exemple, quand on parle des 30 Glorieuses ou quand on parle du plan neige, il y a 50-100 ans, les projets qui existaient, heureusement que certains ne se sont pas faits. Ça aurait été une catastrophe environnementale et touristique qu'on percevrait maintenant. Et donc, ce département, et même les Alpes d'Haute-Provence, ou les départements ruraux, on peut aller dans la Lozère, tout ça, sont des départements aussi qui ont un potentiel extrêmement important en matière de qualité environnementale, donc comment on peut le préserver, et de fait en matière d'économie touristique. Vous estimez, vous, aujourd'hui, que rien n'est fait pour préserver notre avenir? Ou est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une prise de conscience et que les générations, peut-être les nouvelles, ont envie de faire bouger les choses? Oui, je pense que moi j'ai fait confiance à la jeunesse. Je pense qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui prend conscience. On a bien vécu des manifestations par rapport au climat. Et puis aussi à Gap ou à Embrun, on voit bien les manifestations, les prises de conscience et l'engagement des jeunes. Mais ce qui me semble aussi important, c'est que pour être à la SAPN depuis un certain temps, militant écologiste depuis très longtemps, nos propos il y a quelques décennies étaient vraiment considérés comme des propos alarmistes, complètement néfastes. Farfelus. Alarmistes et néfastes, oui.
peu farfelu, oui. Et maintenant, je m'en aperçois de plus en plus, il y a une grande considération par rapport à nos propos et par rapport aux solutions qu'on met en place. Parce que c'est bien gentil d'avoir des constats, mais il faut aussi des propositions. Et toutes les propositions qu'on met en avant, elles sont de plus en plus retenues. Maintenant, est-ce que c'est à l'échelle du changement? Ça, c'est un autre problème. Puisqu'on en est au colibri de Pierre Rabhi, chacun peut faire quelque chose, mais il faut que ça soit aussi à la hauteur du malaise qu'il y a actuellement, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau global, au niveau de la planète, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, Hervé Gasdon, au quotidien, pour tenter de réduire votre empreinte carbone, par exemple? Donc, au quotidien, c'est d'abord la consommation. La consommation, à la fois réduire sa consommation au niveau pétrole, au niveau électricité, acheter des produits durables et recyclables. Et puis c'est aussi, on a un gros pouvoir en tant que citoyen, quand je parlais des colibris, c'est notre choix de consommation. Est-ce qu'on favorise les produits qui proviennent de la déforestation d'Amazonie, ou est-ce qu'on choisit les produits qui sont produits ici localement? Donc il y a vraiment un choix important. Ceci dit, il faut aussi considérer que ce choix peut être fait, mais il y a aussi un côté financier et social derrière ces choix-là. Donc comment on peut faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux produits locaux et aux produits bio? Ça, c'est aussi un problème intéressant. Donc on voit par exemple que dans les cantines maintenant, on met beaucoup plus en avant les produits locaux et les produits bio. C'est vraiment un truc, quelque chose qui est extrêmement intéressant. Mais par exemple, notre combat pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de trains sur les voies ferrées qui ne sont pas forcément utilisés à 100% dans les Hautes-Alpes, c'est dans ce sens-là, peut permettre aux personnes de pouvoir utiliser le train pour venir à Gap ou pour se déplacer à Briançon ou à Embrun. Donc à titre individuel, on a beaucoup de choses à faire. L'utilisation du vélo. L'utilisation du vélo est une possibilité de pouvoir diminuer notre empreinte carbone. Donc individuellement, et j'essaie de mettre ça en place. Le compostage. Comment on peut composter. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais des choix, par exemple, comme la réduction de la consommation d'énergie et tout particulièrement de l'électricité, c'est des choix qui sont à la fois pour nos enfants, mais aussi un acte militant pour moi. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, qu'on peut se projeter sur les 50, les 100 prochaines années? Allez, on ne sera plus là, ni vous ni moi, mais est-ce qu'on pourra garder les enfants au pays, dans les Hautes-Alpes? Est-ce qu'on pourra toujours accueillir des touristes sans abîmer la planète? Donc, à la fois on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Non, je pense pas. Il y a à la fois les actions locales et les répercussions globales. Donc depuis longtemps, les écologistes disent penser global pour agir local. Donc quand on parle de réduction des gaz à effet de serre, c'est une pensée globale. Comment on peut faire localement? Et je pense que dans les Hautes-Alpes, un département comme le nôtre a toutes les capacités à pouvoir avoir une capacité de résilience extrêmement importante. On a un environnement qui est relativement préservé. Encore faut-il continuer à le préserver. Donc c'est bien là où la SAPN intervient. Et on a aussi par rapport au réchauffement climatique, une certaine résilience. C'est un territoire d'altitude, donc on sera concerné, puisque ça va plus vite en montagne le réchauffement climatique qu'ailleurs, mais on aura quand même une capacité d'adaptation qui sera plus facile qu'ailleurs. Merci beaucoup Hervé Gasdon d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Merci. Et avant de retrouver Paul Marquis dans quelques instants pour l'œil de l'expert, on souhaitait vous emmener dans un endroit fabuleux qu'il faut aussi préserver. C'est ça le but de Planète Locale, c'est de vous montrer ces endroits magnifiques. Le glacier blanc au niveau de Pelvoux-Val-Louise et la situation devient critique là-bas. On écoute Richard Bonnet, chef du service scientifique du Parc national des Écrins, au micro de Jérémy Cazot, qui constate, lui, presque au quotidien, la fonte de ce géant des Écrins. Je pense que toute personne a l'habitude de voir fondre un glaçon dans son verre de la boisson qu'il préfère. Et bien là, ça marche un peu pareil. La grosse différence avec les glaciers, c'est que comme ils ont des grandes masses, et bien il y a une inertie. Ils ne font pas d'un coup. Si le climat se réchauffe, il met du temps, lui, à fondre. Et il va s'équilibrer avec le climat sur plusieurs dizaines d'années. C'est ce qu'on est en train de vivre. D'où cette fonte continue du glacier. Les glaciers sont vraiment le marqueur essentiel, le plus visible des conséquences du réchauffement climatique, du réchauffement même en tant que tel. Disons que c'est le marqueur le plus accessible pour nous. Et pour nous, montagnards, c'est une évidence que tout le monde, qu'on soit guide, gardien, éleveur, habitant de la vallée, randonneur, si on revient plusieurs fois au même endroit pendant une dizaine d'années, on voit bien notre paysage changer.
Et Paul Marquis nous a rejoint sur notre plateau, le plateau de Planète Locale. Bonsoir Paul. Bonsoir Valentin. Expert météo, on vient d'entendre il y a quelques instants un spécialiste qui tirait la sonnette d'alarme face aux glaciers blancs qui fond d'année en année. Il se réduit et les chiffres sont assez impressionnants pour ce glacier blanc. Tout à fait, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de changement climatique, donc un phénomène qui nous impacte tous au quotidien. Et c'est vrai que les Alpes du Sud n'y échappent pas, puisque c'est dans nos montagnes que les traces du changement climatique sont les plus visibles en fait. Donc, effectivement, le glacier blanc, qui est le plus grand glacier des Hautes-Alpes, a débuté sa fonte dans les années 80 et ça s'accélère depuis 2015 maintenant. Donc pour prendre quelques chiffres, effectivement, le glacier perd environ 80 cm d'épaisseur par an, mais sur les 5 dernières années, il en a perdu jusqu'à 1,50 m. Donc c'est vraiment conséquent. Donc on voit clairement que le réchauffement s'accélère, que c'est assez inquiétant. Et effectivement, si rien n'est fait, il pourrait avoir disparu en été d'ici à 2050. Donc on voit que le réchauffement a une certaine inertie, puisque si aujourd'hui on a arrêté de polluer, il faudra environ une vingtaine, voire une trentaine d'années pour que cela soit visible dans l'atmosphère en fait. Donc bien sûr, ce ne sera pas sans conséquence sur la faune et la flore locale, puisqu'on aura forcément de modification des arbres et aussi peut-être des pénuries d'eau potable à venir. Il faut savoir que l'eau des Hautes-Alpes est en grande partie utilisée en Provence pour tout ce qui est eau potable en fait. Donc effectivement, sa disparition ne sera pas sans conséquence, notamment sur le tourisme, puisqu'on pourra avoir un effet de last chance, donc de dernière chance en anglais. Ça consiste en fait à visiter un lieu avant qu'il soit totalement changé en fait. Donc on peut avoir ça qui pourrait arriver dans les Hautes-Alpes. Et enfin, effectivement, aujourd'hui, on est tous conscients de notre impact écologique et l'empreinte carbone sur Terre. Donc chaque petit geste, chaque effort compte. Et si tous ensemble on s'y met, on pourra arrondir la courbe pour que le monde de demain soit beaucoup plus serein. Merci beaucoup, Paul Marquis, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et on poursuit avec l'agenda, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est la fête des possibles de Gap qui vous propose une soirée ciné-débat avec la projection du film 12 France de Geoffroy Coinon au cinéma Le Club à 20h30. C'est un film documentaire intéressant pour faire bouger nos territoires avec la participation des associations Terre de Liens et la SAPN d'Hervé Gasdon qui était notre invité il y a quelques instants.